Salut, bienvenue pour ce nouvel épisode du Bureau des méthodes. Cette semaine, je suis avec Edith, on est à Bordeaux. Edith Maruet-Joule travaille depuis un certain temps sur les politiques jeunesse et puis depuis une dizaine d'années sur les questions d'égalité filles-garçons, notamment dans les cours de récréation. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter d'intéressant de ce qui se passe dans les cours de récréation des écoles? Alors, d'abord, c'est constater que finalement, les jeux ensemble filles-garçons sont anecdotiques. Donc, d'abord, la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'il y a des jeux de filles et des jeux de garçons. On note aussi il y a des jeux qui prennent beaucoup plus d'espace à la cour de récréation et qui, du coup, vont alors interdire d'autres jeux, mais surtout d'autres publics, en fait. Il y a un nombre important d'enfants qui ne peuvent pas s'exprimer à la cour de récréation, soit parce qu'ils ne peuvent pas jouer au jeu dont ils ont envie, soit ils ne peuvent pas jouer au jeu qui est joué, en l'occurrence, très souvent la partie de football. Voilà, donc ce qui crée une inégalité de répartition dans l'espace, mais au-delà, ce qui est plus important aussi à mesurer, c'est la non-mixité, c'est-à-dire que les enfants rentrent très peu en relation finalement filles-garçons, voilà, et petits-grands. L'activité football prescrit aussi un public, qui va être plus légitime, c'est-à-dire que les filles ont moins de valeur sportive dans la question du football, et puis aussi les autres garçons, et puis les petits et les grands. Donc effectivement, ça va être plutôt les garçons et les grands garçons qui occupent cet espace-là, et tous les autres vont jouer sur l'espace qui leur reste. C'est-à-dire la périphérie. Oui, la périphérie, la ligne du terrain de foot sert souvent à signifier qu'on ne peut pas entrer bien plus que faire jeu, règle du jeu, puisqu'on a aussi toutes ces questions lorsqu'on discute avec les enfants, que le ballon dépasse, vient taper, etc. Parfois, ça pose aussi des problèmes d'usage qu'on mesure moins et que les enfants expriment, qui est par exemple la capacité de se déplacer pour aller aux toilettes. Parce que c'est aussi un espace qu'on ne traverse pas parce que les ballons fusent, parce que les garçons ils courent, donc on prend aussi le risque de se faire percuter. C'est un espace d'ailleurs qui est assez anxiogène en termes de jeu aussi et de protection par rapport aux accidents. Il y a aussi beaucoup d'accidents. Toi, dans tes activités, tu en discutes souvent avec des enfants qui te disent ce type d'anxiété? Oui, alors ils vont me dire plusieurs choses. Ils vont me dire d'abord que ils relèvent une forme d'injustice sociale, c'est-à-dire que ça va être le groupe des petites filles qui va dire on ne peut pas jouer, on a demandé, on peut jamais y aller, etc. Pour celles qui voudraient jouer au football. Et puis encore une fois, il y a aussi les autres garçons, c'est-à-dire que tous les garçons ne sont pas acceptés sur ce terrain de foot. Et se pose aussi la question des autres jeux. Et alors, tout ce qui joue dans une cour de récré, c'est un impact chargé de sens sur ce qui va advenir plus tard chez ces futurs adultes dans leur occupation de l'espace public. Oui, alors d'abord parce que ce qu'on sous-estime, ou peut-être ce qu'on voit pas tout le temps, c'est que ça s'apprend pendant sa place. J'ai l'habitude de dire, ce qui est un mot qui est pas très joli, mais que les filles mésapprennent aussi l'espace public. Et rappelez aussi que l'espace public, c'est symboliquement, mais aussi de manière physique et réelle, un espace de citoyenneté. Et puis se centrer aussi, prendre la place au centre, c'est aussi très important. C'est-à-dire, c'est se rendre visible. Et ça aussi sont des choses qui s'apprennent. Et au-delà, ça prend aussi la négociation. Il y a ça, et juste, ce qui est important, ce qu'on mesure pas aussi, mais qui est très important, c'est apprendre à renoncer. C'est-à-dire que il y a bien dans cet espace à partager, donc où on a une égale valeur dans la parole, de la négociation, mais aussi des personnes qui vont renoncer à jouer ou à prendre toute la place. Donc ils vont apprendre à laisser la place. Après, c'est complètement différent que le fait d'être tout le temps là, tout le temps légitime, et de jamais se poser la question si on gêne quelqu'un ou si quelqu'un d'autre voudrait jouer. Alors dans la ville, ces apprentissages genrés de l'occupation de l'espace public sont aussi, entre guillemets, naturellement mis en place. Ça passe aussi par les équipements sportifs. Ce qu'on retrouve au centre de la cour de récréation, on peut le retrouver à l'espace public, c'est-à-dire des équipements où on retrouve uniquement des hommes ou des garçons. Par exemple par exemple, les city-stades, les skateparks, ça a été beaucoup étudié, mais autrefois et encore aujourd'hui, les boulodromes, qui sont un espace de jeu masculin. Alors, ils peuvent, les filles pourraient y aller, a priori, ont le droit d'y aller, elles ne sont pas interdites, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles sont reléguées, comme les femmes ne jouaient pas au boule d'ailleurs. C'est encore la question de la légitimité qui a été apprise avant, c'est-à-dire, non, je me pose pas la question pourquoi moi je vais au centre. Par contre, celles et ceux qui ont appris à être sur le bord, à être relégués, à avoir des difficultés à passer au centre, à se centrer, à être au milieu de l'espace public, ça va être durable aussi sur l'autodélimitation. Et puis à un moment donné où on va dire, on n'y va plus quoi. On reste sur le bord parce que c'est la place où
où on se sent en sécurité peut-être, et aussi où on se sent légitime. Alors aujourd'hui, il y a une prise de conscience, on pourrait le dire, des écoles qui souhaitent aménager leur cours de récré autrement. Est-ce que tu peux en parler? Oui, bien sûr. Il y a sûrement toujours eu des enseignants, des équipes éducatives, des animateurs, animatrices qui ont réfléchi cette question du mélange filles-garçons. C'est vrai que là, c'est une question qui est beaucoup plus visible et lisible, aussi parce que comme ailleurs, il y a une forme de libération de la parole, c'est-à-dire de dire, en tout cas, on n'est pas d'accord, madame, la maîtresse, on n'est pas d'accord, on voudrait que les choses se passent autrement. Le conflit aussi est réel. C'est la question du climat scolaire. Et donc, du coup, des enseignantes, des directrices, alors c'est souvent des femmes, mais des hommes aussi, prennent à bras le corps cette question et vont organiser soit des expérimentations, voilà, un mois sans ballon, un jour sans ballon, et puis progressivement vont s'interroger sur la capacité à créer un espace qui mélange et qui permet la relation entre les filles et les garçons. Alors justement, là, on est regardé par des animateurs, animatrices, acteurs et actrices de l'éducation populaire. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de choses assez faciles à mettre en place? D'abord observer, parce que je pense que la meilleure manière d'agir, c'est de savoir ce qui se passe exactement. Donc observer, est-ce que d'abord ça se passe comme ça? Est-ce que quand on fait football ou quand on laisse, par exemple, la liberté de s'organiser dans le jeu, avec un ballon, c'est toujours le foot qui est joué, c'est toujours les mêmes garçons qui jouent, etc. Vous voyez, s'il y a ce qu'on appelle ces enfants et souvent ces petites filles qui marchent sur la ligne, qui essayent de rentrer, qui a vraiment de l'observation in situ, réfléchir ensuite si l'activité sportive elle est proposée par un homme ou par une femme, et si ça change le groupe. C'est-à-dire que si c'est une animatrice qui propose une activité, d'encadrer une activité sportive, est-ce que les filles s'y sentent légitimes pour s'engouffrer? Peut-être aussi expérimenter les contenus, c'est-à-dire, oui, le football, mais peut-être d'autres jeux. Qu'est-ce que ça provoque dans le groupe? Est-ce qu'il y a des enfants qui jouent jamais et qui vont jouer? Est-ce qu'il y a des filles qui s'engouffrent? La question des filles-garçons, c'est la question des petits, des enfants isolés, etc. Donc, on va bien revoir ça. Des outils de qu'est-ce que je propose à jouer? Comment je propose? Mais aussi peut-être avoir une discussion, tout simplement. C'est-à-dire, les choses se passent comme ça. Est-ce que tout le monde se sent bien dans cette organisation-là? Il y a une cristallisation quand même autour du ballon, non? Oui, mais il y a une cristallisation, ça dépend. Encore une fois, le ballon, c'est pas que le football. On peut faire tout autre jeu de ballon. Et les enfants, tous et toutes, aiment jouer au ballon. C'est pas la question, voilà. Donc c'est pas parce que ces garçons qui jouaient au football, qui ne jouent d'ailleurs souvent qu'au football, on leur dit aujourd'hui tu joues pas au foot, que ça y est, je veux dire, on les punit, ou on peut aussi leur proposer une alternative. Ils peuvent aussi s'amuser, découvrir autre chose, et surtout on peut, encore une fois, pour 20 enfants qui occuperaient un espace central où peut-être 80% ou 70% d'espace de cours de récréation, on a tous les autres qui eux aussi ont le droit d'être au centre. Il faut lutter contre la privatisation des espaces publics par un certain nombre... C'est ça, c'est ce que j'explique, c'est un terme que j'utilise, la privatisation de l'espace public, c'est-à-dire prescrire un usage qui va proscrire tous les autres et qui va aussi prescrire un public. Donc là aussi, si on prenait juste rapidement l'espace public, j'allais dire à l'extérieur de l'école, on est sur oui, il n'y a pas de femmes, mais non, il n'y a pas de petits non plus, non, il n'y a pas de personnes âgées, non, il n'y a pas tous les hommes, il y a des jeunes hommes, etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cette question-là aussi qui est intéressante. En quoi cette démarche-là fait référence à l'éducation populaire? Alors, mais elle fait référence à l'éducation populaire parce que l'aménagement, ça n'est que une organisation, derrière il faut y asseoir un projet, quoi. Et ça c'est la question de la dynamique, c'est-à-dire c'est aussi l'usage. Donc aménager, c'est aussi inscrire des règles, par exemple. Qui joue à quel moment, à quoi, qui est prioritaire ou ne l'est pas. Et donc l'éducation populaire avec toute sa richesse et sa capacité de créativité aussi, doit proposer une forme d'organisation et d'esprit critique aussi. C'est-à-dire, il faut avoir une discussion sur ces questions-là parce que sinon on va les intégrer. Et ceux qui ne renoncent pas et ceux qui ne négocient pas, et ça va être durable, et quand on ne réinterroge plus un espace, et qu'on ne réinterroge plus la relation, eh bien on consent aussi à des formes de domination. Oui, on crée une norme de domination. Oui, bien sûr, sur les valeurs, une norme, voilà, parce que derrière se cache qu'est-ce qu'être un garçon, qu'est-ce qu'être une fille. Bien sûr. On va s'arrêter là, oui. je suis désolé. Merci. Donc voilà, ça c'était un court aperçu des travaux d'Édith Maruet-Joule qui sont évidemment retrouvables dans les liens que je vais vous montrer en description. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Bureau des méthodes. Merci à tous. Merci.
Au revoir.